qu'aujourd'hui, le seul secteur des data centers où la donnée est hébergée pourrait mobiliser la puissance de 5 à 7 réacteurs nucléaires d'ici 2030. Il y a un énorme potentiel, mais n'est pas pertinent pour tout. Nous, on a accompagné des sociétés qui sont allées très vite sur l'IA, qui ont plus réfléchi qu'à l'usage, mais qui n'ont pas forcément travaillé l'étude de faisabilité, l'étude de rentabilité. L'IA, c'est aussi le traitement de l'image. On a l'habitude de voir la numérisation des factures. Nous, on l'a fait sur les devis. Très heureux d'être ici ce soir avec... Pour nous, c'est une rencontre mensuelle, mais elle est un peu particulière ce mois-ci, puisqu'on a décidé de l'organiser avec le Conseil national des achats, le CNA, qui est une grande et ancienne organisation, et en partenariat avec la société EasyBuy. Et Mélanie, tu veux venir nous rejoindre et donc Mélanie Lehou, qui est aussi au bord de la French Tech à Toulouse, et donc entrepreneuse bien connue, que tu nous présenteras juste après. Je salue aussi les représentants de notre conseil d'administration. Il y a aussi Alexandre Bordery, qui fait partie d'EasyBuy, qui fait partie aussi depuis longtemps du board de la Mêlée. Donc la Mêlée, c'est une association, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui a 25 ans cette année, donc c'est un peu âgé pour une association numérique, mais je crois qu'on est quand même beaucoup moins âgé que vous. Je ne parle pas de toi, Il y a des chances. Je parle de l'association et du CNA. Et ici, ce lieu, c'est la cantine numérique. Ce fut un des premiers tiers-lieux en province qui a été créé, celui-ci, il y a 13 ans. La Mêlée, c'est une association qui a 550 adhérents aujourd'hui, qui travaille dans des commissions. Il y a 15 commissions. Ces adhérents, ce sont des entreprises ou des structures intéressées par les sujets du numérique. Et c'est forcément ce lien qui nous a rattachés avec Jean-Michel et le CNA. Dans ces 15 commissions, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a la cybersécurité, il y a la Green Mêlée, la santé numérique, emploi, formation, femmes et numérique, des clubs, un club de DSI, dont je vois des représentants ici, un club innovation, et puis évidemment une commission autour de l'intelligence artificielle. Donc je remercie nos adhérents présents dans la salle, les adhérents du CNA. On a d'ailleurs quelques adhérents en commun. J'ai vu qu'il y avait des représentants d'entreprises comme Pierre Fabre, Pro à Pro, Toulouse Métropole, Toulouse Business School, le conseil départemental, l'État. Donc je salue tout le monde et vous remercie de votre participation. La Mêlée, on travaille sur les usages et l'innovation numérique au sens large. Donc ça va de l'inclusion numérique aux fractures du numérique, évidemment, jusqu'à la transformation numérique, l'innovation, l'entrepreneuriat. Ça, c'est là qu'on travaille beaucoup avec la French Tech notamment. Les talents, la formation. Et donc nous aimons aussi, puisque le numérique est partout, créer des liens et des relations avec des réseaux ou des clubs comme le CNA, qu'on retrouve notamment lors de la nuit des réseaux régulièrement, ou de la mêlée numérique. Et voilà, donc je suis très, très heureux de cette soirée, du débat qui va s'ouvrir sur l'impact que l'intelligence artificielle a aussi déjà certainement sur le monde des achats, comme elle en a partout. Donc la Mêlée, comme je disais, aura 25 ans, donc ce sera une année où il faudra nous suivre, il se passera beaucoup de choses pour ce quart de siècle. 25 ans sur lesquels on a travaillé à la révolution numérique, et puis les 25 prochaines années qui s'ouvrent sur cette révolution de l'intelligence artificielle, mais en préservant celle qui est aussi humaine, je le souhaite. Voilà. Un petit mot, Mélanie, pour nous dire pourquoi. Déjà, bonsoir, et pour vous dire que je suis ravie d'avoir co-organisé cette soirée avec le CNA et avec la Mêlée. Autour de l'IA, qui est un sujet qui nous touche tous dans nos vies privées, vous le voyez déjà, mais aussi dans notre quotidien professionnel. On ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé. Ce qui est sûr, c'est que l'IA fait peur. Beaucoup d'entre vous nous disent que l'IA fait peur, qu'on a peur que la valeur ajoutée des acheteurs soit quelque part absorbée par l'IA, que les achats n'aient plus l'impact qu'ils peuvent avoir parce que l'IA va les remplacer. Il y a deux solutions, soit quelque part rester dans cette voie-là, soit dompter l'IA et faire en sorte que toute la valeur ajoutée que l'IA nous apporte
nous fasse gagner du temps et qu'on puisse concentrer notre jus de cerveau, notre valeur ajoutée à des choses qui vont apporter plus de performance à l'entreprise. En tout cas, c'est ce à quoi je crois en tant qu'ancienne acheteuse et responsable achat, mais c'est également la stratégie qu'on a pris nous en tant qu'éditeur de logiciels. On est éditeur d'un source to pay qui va du sourcing des fournisseurs jusqu'au bon à payer, qui s'appelle EasyBuy. Comme le nom l'entend, le but, c'est vraiment de rendre l'acte d'achat simple, intuitif, comme on le fait un peu chacun dans notre canapé le soir, mais avec des fonctionnalités qui vont amener de la valeur et de la performance à l'entreprise. Typiquement, l'IA est dans notre solution. On arrive à prendre en photo un devis fournisseur. Ça se transforme automatiquement en bon de commande, avec bien sûr tous les workflows d'approbation qui vont bien. C'est là l'IA concrète, et je crois que c'est le message du CNA ce soir, c'est que l'IA, ça doit être une valeur ajoutée concrète pour les entreprises. Ce n'est pas juste un dogme, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Le but, c'est de le mettre à votre service directement. Et c'est pour ça qu'on est ravis d'être là ce soir avec deux experts. Le CNA qui, depuis des années, depuis les prémices de l'IA, a intégré ce sujet dans les réflexions et vient vous apporter toutes ces réflexions et cette valeur ajoutée. Et la Mêlée, qui est l'expert toulousain du digital et de l'IA aussi. On est ravis d'être avec vous ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée et ravis d'échanger avec vous autour d'un verre tout à l'heure. Merci. Voilà, donc juste avant de démarrer le sujet, une présentation rapide de ce qu'est le CNA en Occitanie avec Marc Gréco, qui est vice-président du bureau directeur Occitanie. Voilà. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc en effet, je fais partie du bureau du CNA Occitanie. Donc, assez brièvement, on va tâcher d'être efficace dans la présentation. Ça va prendre à peu près 5 minutes, parce que derrière, il y a un débat encore plus intéressant. Donc, juste le CNA, pas très bien. C'est un peu... Donc, association qui, vous parliez d'ancienneté, il n'y a pas 25 ans. Bon, le CNA, c'est 1944. Ça a commencé avec la CEDAF. Donc ça commence à dater. Donc repris après par le Conseil national des achats, transformé en termes d'appellation. Donc association qui regroupe 20 000 adhérents, donc une des plus grosses associations, si ce n'est la plus grosse association de France. Donc l'objectif, pourquoi le CNA? Principalement pour de l'expertise, pour de l'expérience, partager de l'expertise, partager de l'expérience à travers un réseau de professionnels, et cela sur 12 régions. Donc le modèle Occitanie émane évidemment d'une de ces régions, et on partage à peu près tous les mêmes process. Donc en Occitanie, nous sommes 400 adhérents. Donc au niveau de nos objectifs et orientations donc du CNA, le premier, peu importe l'ordre, le premier, on a pour vocation à être un acteur incontournable des achats en France. Donc c'est quoi? C'est faire des achats une fonction stratégique, comme elle l'est normalement dans toutes nos entreprises. Être au centre de nos affaires, promouvoir évidemment la fonction, essayer de convaincre. On se dit aussi régulateur de la relation commerciale. On est là pour essayer aussi d'être le bon médiateur lorsqu'il y a des litiges, etc. Bon, ça, c'est assez courant dans notre business. Ensuite, créateur de valeur, parce que, évidemment, les achats, c'est la quête un peu perpétuelle. Être là de façon à gérer cette valeur recherchée par nos dirigeants, par nos patrons. Donc, et encore plus dans un monde qui vit une profonde transformation. Hein. Donc la fonction achat a un rôle clé à jouer dans cette création de valeur. Et surtout, au niveau environnemental, depuis peu, évidemment, ça pèse pas mal. Environnemental et sociaux, donc participer, échanger, apprendre, créer du lien sont indispensables pour conduire ce changement et construire une image puissante aujourd'hui. On est aussi, en termes on est promoteur, copilote avec le médiateur des entreprises autour de la charte relation fournisseur et achat responsable.
Jean-Michel, ici présent, a été signataire, et peut-être que tu as un mot à dire sur le sujet, en région, de chartes plus en relation avec le public. Alors oui, au niveau de la commande publique, on a pas mal de signataires de la charte et du label qui est ensuite derrière. Aujourd'hui, on a quasiment toute la commande publique de la Haute-Garonne et une bonne partie de la région qui non seulement a signé la charte il y a 2 ans et demi, mais est désormais labellisée. Donc, alors c'est un label national qui est co-géré par la Médiation de la République, qui est donc au sein du ministère de l'Économie et des Finances et le CNA. Le CNA est le créateur de cette charte et de ce label. Et ça a de plus en plus de succès parce qu'en fait, aujourd'hui, ça correspond tout simplement aux obligations légales que doivent remplir de plus en plus d'organisations, qu'elles soient publiques ou privées. D'accord ? Donc c'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, on en est à 2511 signataires, ce qui signifie, pour ceux d'entre vous qui êtes acheteurs, que forcément, plusieurs de vos fournisseurs sont signataires de cette charte et de ce label. Voilà. Ok, merci. Donc, et ensuite, la quatrième orientation, c'est relayer la forte dynamique de l'évolution de la fonction achat en structurant un réseau. Donc voilà, tout en accompagnant évidemment la responsabilité innover et performer. Voilà pour ces 4 orientations, objectifs majeurs. Maintenant, en parlant ressources, mis à part les ressources que nous sommes, nous, le CNA a pour vocation à mettre en place et à animer principalement les achats labs, ici à droite. Donc sur des thématiques variées d'actualité, on essaye d'amener une expertise aussi pragmatique à travers ces achats labs, tant en distanciel qu'en présentiel. Ensuite, on a aussi de nombreux séminaires, toujours sur des thématiques et des sujets à la pointe des inquiétudes des acheteurs, essayer de les accompagner un peu dans la nouveauté, dans l'innovation, à mener de l'expertise. C'est ça, sortir de l'isolement un peu les acheteurs qui sont un peu dubitatifs et un peu interrogatifs sur certains sujets. On a pour vocation à les accompagner avec les webinars. Et ensuite, on a quelques revues un peu historiques, qui sont là depuis pas mal de temps. Aussi, par exemple, Excellence Achat. Excellence Achat qui est vraiment une revue de recherche appliquée. Donc, parution semestrielle. Donc, achetant public, pareil. Évidemment, comme son nom l'indique, adressé aux acheteurs du public. Et puis la profession achat qui nous accompagne aussi avec des sujets toujours d'actualité. Ensuite, en Occitanie, que faisons-nous en Occitanie ? On anime exactement comme je viens de le présenter, on anime aussi à notre niveau des événements, on essaye de se créer, d'aider à ce que les gens se rencontrent, donc à mener des réponses aussi à des acteurs variés, que ce soit acheteurs ou autres. Donc en faisant quoi ? En proposant des afterwork tous les 2 mois. Donc le prochain a lieu le 10 avril. Donc vous êtes bienvenus, évidemment, parce que plus on est de monde, mieux c'est. Sur ces afterwork, comme dans les déjeuners débats que nous organisons également. Donc sur des sujets toujours stratégiques, un peu d'actualité. Le dernier en date, c'était le club des décideurs achats du 13 février sur le recrutement. Donc on a passé un bon moment ensemble à évoquer le sujet qui nous intéresse parce que c'est compliqué de trouver des acheteurs, surtout sur des expertises un peu pointues et variées. Donc c'était un très bon moment d'échange et justement de partage d'expérience. C'est ça qu'on recherche. Et ensuite, régulièrement des conférences débats. Le prochain, c'est le 27 mars. Donc, sur les priorités, les attentes des directions des achats en France. Donc, voilà. Vous pouvez vous inscrire là-dessus, vous serez bien accueillis, il n'y a aucun souci. Une page, donc je pense que, je ne sais pas si ça se voit bien comme il faut, mais en tout cas, on a une page LinkedIn évidemment où tous les événements sont relatés. Les informations diverses sur les rendez-vous, sur sur notre actualité. N'hésitez pas
n'hésitez pas à venir un peu jeter un œil à ce qui se passe. Et puis, plus largement, il y a aussi le site internet www.cna-asso.fr où là, globalement, vous avez un historique et puis une actualité, mais du CNA au niveau national. Voilà pour la petite présentation du CNA. Merci Marc. Alors juste un mot sur notre page nationale CNA. Vous pouvez aller la consulter. En fait, pour les adhérents, s'y trouvent les vidéos de tous les événements qui sont réalisés au niveau national. Ils sont nombreux puisque le CNA au niveau national fait à peu près 150 à 200 événements par an. D'accord ? Donc la plupart sont filmés, ils sont en visio, que ce soit les fameux achat lab sur des sujets très précis qui concernent les acheteurs comme l'énergie électrique, etc. Que ce soit des webinars sur tout un tas de sujets. Etc. Donc on y trouve aussi les revues que présentait Marc tout à l'heure et tout un tas d'autres informations. Voilà. Bien. Maintenant, on va passer au centre du sujet. Alors, le sujet, c'est l'intelligence artificielle dans les achats, une révolution en marche. Alors, on va travailler cet événement en explorant l'impact transformateur de l'intelligence artificielle sur la fonction achat et faire le point sur le stade d'avancement de cette révolution technologique de la fonction achat. On en parle beaucoup à travers tout un tas d'événements, de présentations à droite, à gauche, etc. Là, on a souhaité aller plus loin en montrant ce à quoi on pouvait aboutir à ce jour. Donc, on va voir comment l'IA peut redessiner les contours des directions achats en analysant à la fois les défis et les opportunités qui en découlent. Donc, on va tenter de vous offrir une vision claire des enjeux actuels et futurs en vous expliquant des cas d'usage et des perspectives stratégiques pour voir comment vous pouvez imaginer d'intégrer l'IA dans vos processus d'achat. On va démarrer ça avec une première partie de table ronde. L'intelligence artificielle dans les achats aujourd'hui et demain, avec, je souhaite qu'il vienne me rejoindre, donc Alexandre Bordery, le directeur marketing d'EasyBuy, voilà, et Caroline Martinet, la directrice associée chez Elaya Expert Achat, membre du bureau du CNA Occitanie, donc on se connaît bien forcément, voilà. Donc voilà, donc on va démarrer cette partie avec à quoi est-ce que ça peut ressembler ? Un catalyseur de transformation, mais pas une panacée. Donc, je vous laisse la parole et je vous laisse dérouler donc, le sujet. Merci. Et bonsoir. Déjà, donc, Caroline, comme m'a présenté rapidement Jean-Michel, donc, je suis consultante achat indépendante depuis bientôt 6 ans. Mais on va dire que j'agis dans la fonction achat depuis plus de 20 ans, dans différents secteurs économiques. Je suis membre du bureau effectivement, du CNA Occitanie, comme l'a dit Jean-Michel. Et aujourd'hui, en fait, aussi bien notre métier que ce sujet de l'IA sont tellement dynamiques, j'avoue que ça me passionne. Et voilà, donc l'idée, c'est, comme l'a dit Jean-Michel, c'est de vous donner un peu notre vision avec Alexandre de ce qu'on pressent ou ressent de l'IA. Bonsoir, enchanté. Alexandre Bordery, donc je suis directeur marketing de EasyBuy. EasyBuy a été présenté tout à l'heure par Mélanie, j'y reviens pas. Dans ma fonction, j'étudie le marché, donc je regarde ce que font les uns et les autres et j'impacte la roadmap produit d'EasyBuy pour intégrer les briques d'IA, en tout cas toutes les nouvelles fonctionnalités mises à disposition de nos acheteurs, utilisateurs de la solution. Et c'est à ce titre que je vais pouvoir donner quelques exemples tout à l'heure. Alors, je tiens à préciser que cette présentation, elle a été faite avec le support d'outils IA. Alors, soutenue déjà par des articles qui sont publiés par le CNA, notamment, mais pas que. Mais surtout, concrètement, donc, je disais par des outils IA, je vais les citer, parce que si ça vous tente après d'aller regarder ce que ça peut faire, on a trouvé ça assez bluffant. Il y a Notebook LM qui lui permet de créer, d'enregistrer et d'organiser des notes. Il transforme en fait des notes sélectionnées en plans structurés, tels que des plans ou des guides d'études, enfin ça va assez loin. Et en fait, ce plan est envoyé ensuite chez Gamma, qui est un autre outil et qui lui permet la transformation de création de contenu. Donc en fait, les slides que vous allez voir ont été réalisés par un outil avec de l'intelligence artificielle. Comme le disait Jean-Michel en introduction, effectivement, l'IA redessine les contours des directions des achats
Mais on décrira ça en fait comme plutôt un catalyseur de transformation, mais clairement pas une panacée. Effectivement, hein, c'est une opportunité incroyable pour nous acheteurs, puisque, comme le disait Nisrine Massak, qui est la directrice achat de Siemens, l'IA ne remplacera pas les acheteurs, elle augmentera leur capacité de décision. Donc c'est un puissant levier de digitalisation et pour la transformation des achats, parce qu'elle, en fait, de notre point de vue, elle vient accélérer plusieurs facettes du métier. L'exploration des données. L'IA générative, elle permet d'interroger ces données avec des questions précises en langage naturel et obtenir des réponses pertinentes dans un contexte très défini. Finalement, l'acheteur continue à mener l'enquête en épluchant des données, mais il peut ensuite s'aider de l'IA pour aller plus vite et diriger son analyse, par exemple. L'IA améliore la prise de décision. L'acheteur prend des décisions plus éclairées, alimentées par des points tangibles, pour que son intuition, finalement, construise sa vision. La gestion de projet, c'est pas nouveau, mais il est possible d'automatiser efficacement la répartition des tâches en tenant compte des délais et des ressources à disposition. Et surtout, elle supprime les tâches routinières et répétitives. L'acheteur a donc plus de temps, normalement, à consacrer à sa réflexion stratégique. Et puis, le dernier point qu'on voulait mentionner, c'était le management relationnel avec les fournisseurs. On commence à avoir certains cas d'usage avec de l'automatisation des réponses aux questions via des chatbots, par exemple, la construction de réponses adaptées au contexte. Mais ça, Alexandre y reviendra plus largement sur des cas d'usage d'aujourd'hui ou de demain. Rappelons que le concept, il n'est pas nouveau, hein, mais c'est qu'en revanche, c'est son accessibilité et son investissement qui se sont accélérés. L'intelligence artificielle en tant que concept, il remonte aux années 50, lorsque des pionniers comme Alan Turing, qui est, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui est le déchiffreur d'énigmas pendant la Seconde Guerre mondiale, ces pionniers, en fait, ils ont posé les bases de la création de machines capables de simuler une forme d'intelligence humaine. Durant les décennies suivantes, des progrès ont été réalisés dans des domaines tels que des systèmes experts, la reconnaissance vocale ou les algorithmes de recherche. Cependant, la croissance était relativement lente en raison de limites technologiques. On y reviendra un petit peu plus tard, et puis de financement insuffisant. Ces évolutions ont permis à l'IA de passer d'un état théorique à des applications pratiques, marquant ainsi le début de son intégration à grande échelle. Le tournant majeur, en fait, il a eu lieu dans les années 2010 avec 3 facteurs principaux. 1, la disponibilité massive de données issues de la numérisation mondiale. Le deuxième point, c'est l'augmentation de la puissance de calcul, notamment avec, alors c'est très, je pense que Benjamin y reviendra peut-être un peu plus sur tout ce qui est technique, mais l'augmentation, l'avènement de processeurs graphiques spécifiques. Et puis aussi, dernier point, les avancées algorithmiques, notamment avec le deep learning qui a popularisé des architectures qu'on appelle neuronal transformer. L'IA aussi a connu, l'IA, c'est donc ça a connu une accélération fulgurante au cours de ces dernières années et ça a touché des secteurs variés. Là, on va essayer de faire un focus sur la fonction achat, mais clairement, ça a déjà beaucoup révolutionné beaucoup de secteurs. Dans la santé, on en parle encore aujourd'hui, mais les diagnostics prédictifs, l'analyse d'imagerie médicale, le développement de médicaments. Le secteur de la mobilité aussi, avec le développement des véhicules autonomes ou l'optimisation des réseaux de transport. L'industrie, avec la maintenance prédictive ou l'automatisation de lignes de production. Et puis, dans le commerce, des recommandations personnalisées, ces fameux chatbots dont on parle, avec une expérience client un peu différente. Ça, on est dans les secteurs un peu économiques, mais dans les fonctions au support aussi, hein, il y a eu déjà pas mal de révolutions en place, notamment la finance, hein, qui a commencé à développer des modèles prédictifs pour des marchés financiers et de la détection des fraudes. Voilà, quelques exemples. Les nouveaux modèles d'IA générative, eux, c'est en fait finalement ces fameux chat GPT dont on a entendu parler il y a à peu près 2-3 ans, je pense maintenant, c'était Horizon 2023. Eux, en fait, finalement, ils ont réussi à promulguer une accessibilité beaucoup plus large et ça qui a renforcé finalement l'engouement de l'IA. Parce que ça accélère l'adoption et l'application de couches applicatives de l'IA sur les usages. Et notamment par la base d'un langage naturel et d'un prompt, donc c'est un scénario un peu contextualisé, qui donne accès à une réponse structurée plus ou moins pertinente. En termes de performance aussi, on dit que ces modèles-là d'IA générative, on dit qu'en dès 2018, en fait, la machine a surpassé l'humain sur la génération et le traitement de l'image, et que depuis
2022, la machine tendrait à dépasser le traitement par le texte, puisque le texte est même le langage, texte et le langage humain, puisque a priori, certains de ces modèles ont passé avec succès le barreau de New York, enfin un barreau aux États-Unis, je ne sais plus lequel, et ont passé avec succès le test d'entrée au MIT. Mais bon, n'oublions pas que l'IA a aussi ses limites et ses contraintes, hein. Clairement, la première, c'est son efficacité. Son efficacité, elle dépend beaucoup de la qualité des données et de l'intégration dans les processus existants. La qualité et la gouvernance des données, c'est un des enjeux majeurs. On dit souvent que la data, c'est l'or d'aujourd'hui, mais ça sera l'or de demain. Et la question de la qualité et de l'exploitabilité des données est donc à la fois centrale et évidente. Les entreprises doivent donc investir dans la collecte et la structuration et l'analyse des données. Ça, je sais que Benjamin y reviendra un peu plus loin aussi, donc je ne vais pas m'y attarder. Autre point, c'est la priorisation des investissements, hein, pour des raisons de coût et d'impact. Une vision extrémiste de l'IA trouvera ses limites. On ne peut pas et on ne doit pas tout digitaliser. Les investissements doivent être rigoureusement évalués et priorisés en fonction de leur pertinence et de leur faisabilité. Hop. Deuxième contrainte, c'est que l'IA, elle est énergivore et sa consommation inquiète, hein. Je vous ai donné deux exemples. On dit qu'aujourd'hui, le seul secteur des data centers, où la donnée finalement est hébergée, pourrait mobiliser la puissance de 5 à 7 réacteurs nucléaires d'ici 2030. Voilà, ça vous donne une idée. Et puis il y a aussi notre affirmation qui est assez intéressante et qui est fréquemment citée. C'est que typiquement, quand vous faites une requête sur ChatGPT, vous utilisez, ça nécessite environ 3 Wh d'électricité. Et c'est 10 fois plus que quand vous faites sur une recherche Google. Autre enjeu un peu généraux qui sont à mentionner, c'est l'éthique, notion d'éthique et biais, hein. Les systèmes de l'IA peuvent perpétuer ou aggraver des biais préexistants, posant des questions sur l'équité et la responsabilité. N'hésitez pas à faire un test un jour sur ChatGPT. Par exemple, souvent, on se rend compte que sa réponse est très affirmative, même si elle semble raisonnée. Mais en fait, elle dépend beaucoup du prompt contextualisé que vous aurez posé. Et il faut rappeler aussi que ces réponses sont basées sur de la probabilité. Donc, il est souvent nécessaire de conserver un esprit critique, hein, sur ce qui vous est fourni et finalement, quand même avoir une partie de la réponse pour vérifier ça. Le deuxième point, c'est la régulation, hein. Vous savez que l'Union européenne est aujourd'hui en train de mettre en place un règlement européen pour encadrer l'IA. Un troisième, c'est l'impact sur l'emploi dont on entend beaucoup parler, hein. C'est les fameuses peurs et craintes qui étaient évoquées en introduction par Mélanie. Celle-ci en fait partie. L'automatisation a toujours menacé certains métiers. Mais l'intelligence artificielle a déjà démontré qu'effectivement, ça aura des impacts sur certains métiers. Alors, on peut parler des traducteurs, par exemple. J'avais entendu, moi, parler des scénaristes à Hollywood dont ils n'auront plus besoin d'écrire ou de créer et pourront demander à l'IA à le faire. La sécurité, évidemment, hein, et l'intelligence artificielle accroît les risques en cybersécurité, ou en tout cas en attaque. Et puis aussi l'accès à la technologie, qui est le dernier enjeu à mentionner. Clairement, il y aura une fracture numérique qui devrait se creuser entre les pays et les organisations capables d'adopter l'IA et les autres. Sujet hautement important en ce moment avec ce qui a été organisé à Paris il y a quelques semaines, où on voit que chacun essaye de tirer son épingle du jeu. Alors, celle-là, en fait, on pourrait faire un parallèle, hein, en fait, finalement, entre la maturité des organisations achats et les phases d'adoption de l'IA. Mais plus généralement, nous déterminons 4 phases d'adoption de mise en œuvre de l'IA dans la fonction achat. Alors, pas que dans la fonction achat, mais on va dire qu'on va le mettre comme ça. Il y a une phase de découverte, hein, qui est l'exploration initiale des outils de l'IA. Les expérimentations sont limitées. Et il y a une faible intégration au processus existants. C'est typiquement peut-être poser la question dans vos organisations. Qui aujourd'hui fait appel à ChatGPT d'un point de vue personnel et professionnel. Et finalement, est-ce qu'ils ont conscience des impacts derrière que ça peut avoir sur l'exploitation des données et le fait que cette donnée, à partir du moment où elle est demandée, elle redevient publique. La deuxième, c'est une phase d'adoption. Là, on sera dans l'intégration progressive des équipes de l'IA, où les équipes seront plus formées et on pourra quand même finalement mesurer des premiers résultats.
La phase de maîtrise, donc là, on sera à l'utilisation avancée de l'IA dans la majorité des processus achats. Les équipes sont formées et puis on sera dans une forme d'optimisation continue. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous dis, c'est les trucs assez classiques de processus qu'on peut voir dans les parties technologie. Et puis le quatrième, ce sera ce qu'on appelait une gouvernance avancée, où là, on va dire que la gouvernance des données sera mature, il y aura intégration complète de l'IA, on créera de la valeur stratégique et on sera dans l'innovation continue. Les facteurs clés de succès pour l'adoption de l'IA, on en voit, nous, 5. Alors on ne voit pas bien la roue, mais c'est une forme de roue. Le premier, c'est la formation et les compétences. La transformation des achats par l'IA nécessite une adaptation des compétences des acheteurs. Ils doivent être formés à l'utilisation fonctionnelle des outils, mais aussi comprendre leur fonctionnement pour conserver cet esprit critique dont je vous parlais, et aussi se tenir informés des dynamiques du marché de l'IA qui va très très vite. Le deuxième, on en a déjà parlé, mais c'est la gouvernance et l'exploitabilité des données. Une gouvernance efficace des données, garantissant leur qualité, leur accessibilité, leur sécurité, leur conformité est encore plus essentielle. Troisième point, l'adoption et la confiance. Il faut que les acheteurs, finalement, demain, soient convaincus aussi des bénéfices de l'IA pour l'adopter. Il est important de les rassurer sur le rôle de l'humain, qui reste essentiel pour les prises de décisions complexes et la stabilisation des résultats fournis. Autre enjeu et autre facteur clé de succès, c'est cette notion budget et ROI. Les entreprises vont devoir évaluer de façon rigoureuse le ROI sur des projets IA. Et finalement, à date, on a peu de recul encore sur ces budgets. Voilà. Et le dernier point que je voulais mentionner, c'était tout ce qui était IA RSE. L'IA peut aider les entreprises à répondre aux exigences réglementaires en matière de RSE. Utilisé pour la collecte, l'analyse et le reporting de ces fameuses données. Mais un peu dans une forme de paradoxe, puisque comme on l'a dit au préalable, l'IA est très énergivore typiquement. Donc il va falloir qu'on gère ce paradoxe de l'IA à visée dite frugale et les contraintes, et les enjeux RSE. Alors il y a 4 commandements de l'IA frugale qui ont été publiés, qui dit il faut questionner le besoin à recourir à l'IA. Grosso modo, on ne peut pas et on ne devra pas tout digitaliser. Identifier toutes les solutions possibles. Évaluer chaque solution en termes d'impact environnemental. Et puis, intégrer une évaluation des impacts environnementaux dans les process de décision et le pilotage. Alexandre, je te laisse la main. Oh, pardon. Moi, j'ai la tâche modeste d'essayer de donner une vision de où est-ce qu'on en est aujourd'hui concrètement. Et peut-être se projeter demain, en tout cas vous proposer des scénarios, des cas d'usage. Mais je pense que vous avez, par vos expériences, vos rôles respectifs, aussi beaucoup d'exemples. Je pense que dans la table ronde suivante, certains seront évoqués ou détaillés. Puis peut-être dans le temps d'échange, ferez part, vous, de vos usages et qu'est-ce qui change pour vous aujourd'hui et demain. Pour introduire, on propose un peu 3 approches de l'IA qui en fait une espèce de phase de maturité qu'on pourrait voir dans le temps. Une approche optimisation, un peu comme dans tous les secteurs, l'IA est aujourd'hui assez largement utilisée puisque 80% des services achats se limitent à cette phase d'optimisation. C'est-à-dire, en gros, on gagne un peu en productivité en utilisant des outils d'accélération pour gagner du temps sur de la rédaction, sur des résumés de texte, etc. Mais on va voir qu'intégrer dans des outils, ça multiplie la puissance de l'IA. Il y a une approche un peu d'adoption croissante, c'est ce qu'on constate. Là, il y a une étude d'Agile Bayer qui révèle que l'usage quotidien de l'IA est passé de 25% à 40% en 1 an. Donc si on se projette dans 2 ou 3 ans, avec une technologie qui est de plus en plus intégrée dans les cas d'usage et dans les fonctionnalités des outils numériques, ça donne une tendance qui est quand même assez rapide de l'adoption de la technologie. Et puis dans le futur, il y aura l'approche stratégique, c'est-à-dire qu'on considérera que l'IA change en profondeur l'entreprise, et au travers de l'entreprise, de ses achats, évidemment. On y reviendra tout à l'heure en conclusion. Alors, de mon poste d'observation, je ne sais pas si vous y voyez assez bien, on a listé des cas d'usage. Je vais mettre le spotlight sur certains parce que ce serait peut-être un peu long.
Et j'ai schématisé les cas d'usage sur la chaîne de valeur, on va dire, d'une direction achat, du management des fournisseurs, du sourcing des fournisseurs, jusqu'au paiement des fournisseurs. Parce que c'est une frise qu'on a l'habitude, nous, d'utiliser pour présenter notre solution, puisqu'elle couvre l'ensemble de la chaîne, en passant donc par la partie consultation, gestion des appels d'offres et des contrats, et puis bien sûr la brique de procurement, d'achat et approvisionnement dans l'entreprise. Un cas d'usage qu'on voit, en tout cas nous dans nos solutions ou celles de nos concurrents, je ne suis pas là que pour parler de la nôtre, c'est l'assistant virtuel. Alors un assistant virtuel, c'est ChatGPT, mais qui est très générique. Quand on le plug à une solution achat, il bénéficie, en plus d'un prompt domestiqué pour les achats, il va bénéficier de toutes vos données. Donc votre base fournisseur, leurs contacts, leur provenance, leur géographie, éventuellement les documents qu'ils ont mis dans la base pour confirmer le respect de la réglementation, ou simplement est-ce qu'ils ont bien déposé le RIB et leur cabis pour les choses les plus élémentaires. Mais l'assistant virtuel va pouvoir aussi questionner votre spend, éventuellement l'historique des litiges, et donc travailler pour vous à des requêtes, mais avec une réponse plus intelligente. Et au lieu de passer du temps à paramétrer une algorithmie poussée pour, par exemple, faire des workflows ou extraire telle ou telle donnée, eh ben, vous allez pouvoir simplement communiquer avec lui, mais la réponse sera pertinente et accélérée jusqu'à avoir un résultat, mais qui est très contextualisé à ce que vous avez dans la solution. Par exemple, rechercher les fournisseurs. Vous dites à ChatGPT, je veux faire un événement avec le top 50 de mes fournisseurs français en achat indirect. ChatGPT ne sait pas répondre. Un assistant virtuel dans votre solution saura exactement dire qui, et vous pouvez additionner le nombre de critères et sortir la liste du top 50 de vos fournisseurs. Et pourra même aller jusqu'à organiser l'événement. C'est-à-dire que vous pourrez lui poser la question, des lieux disponibles, etc. Donc vous aurez, voilà. Alors ça passera par l'aide à l'envoi de mails. En effet, intégrer l'IA dans une solution achat, c'est mieux contextualiser le mail et pas juste demander un texte classique. Et donc générer l'envoi nommément et tenant compte éventuellement d'un historique qu'il y aurait entre vous et vos fournisseurs. Je ne sais pas moi, de quel type d'achat vous traitez et le montant, par exemple, annuel moyen que vous traitez avec. Voilà, le sourcing. Le sourcing est très concerné par l'IA. Dans le slide précédent, il y avait une stat. Il y a à peu près, je crois, 30% des acheteurs qui aujourd'hui... Oui, c'est ça, 25%. Ouais. Voilà, qui utilisent l'IA pour sourcer de nouveaux fournisseurs. L'IA vous fait gagner du temps et un peu d'intelligence sur vos requêtes que vous faisiez avant sur Google et avec des benchmarks faits sur Excel. L'IA va vous faire gagner du temps, mais intégré dans un outil, il va pouvoir, en plus de croiser la donnée publique avec votre donnée privée, et donc dire attention, ce fournisseur, on a déjà traité avec lui dans le passé, ça s'est mal passé, etc., etc. Donc l'exclure du panel éventuellement. Un cas relevé intéressant aussi, c'est l'automatisation du processus d'onboarding. Selon les fournisseurs avec qui vous traitez, vous n'allez pas avoir le même onboarding. Les gros fournisseurs sont soumis à la CSRD à partir de cette année. Vous êtes en droit de leur demander les justifications. Dans certains secteurs, vous allez être sensible à leur bilan carbone, donc vous allez devoir leur demander. En revanche, sur des achats indirects, tertiaires, mineurs, ce ne sera pas nécessaire d'avoir la data, en tout cas comme prérequis pour l'onboarding du fournisseur. On pourrait multiplier comme ça les cas. Ce que l'IA permet de faire, c'est pour chaque fournisseur personnaliser le processus d'onboarding en fonction des réglementations, en fonction des critères que vous lui aurez demandé de traiter. Sur la partie appel d'offres contrat, là, c'est une brique qui mobilise beaucoup de documents. Donc l'IA, dans des fonctions assez élémentaires, va pouvoir vous aider sur des résumés de contrats, des résumés de réponses à appel d'offres. Et il y a la notion d'assistant juridique qui commence à germer dans ces briques-là logicielles. Oui, et puis qui existe déjà, utilisation par les services juridiques, utilisent énormément l'intelligence artificielle. Donc ça, forcément, la frontière va, en tout cas,
leur utilisation va aider la fonction achat sur cette partie-là. Et mis en application dans une brique d'analyse de contrat fournisseur dans des solutions comme les nôtres, on peut penser que ce n'est pas l'acheteur qui va être menacé, c'est plutôt le service juridique justement, puisque l'IA va faire des résumés, des comparatifs et éventuellement détecter des anomalies entre les contrats de différents fournisseurs ou en vertu d'autres textes réglementaires. Sur la comparaison des offres, on va avoir en tout cas des gisements de progrès à avoir, parce qu'aujourd'hui, par exemple dans notre solution, très facilement, on a un tableau comparatif des offres qui met en lumière tout de suite le fournisseur le mieux disant, à supposer qu'il ait bien rempli sa matrice correctement. S'il y a une petite erreur de formatage, d'indexation, s'il veut rajouter des lignes pour ajouter des commentaires, c'est là où la technologie historique va être gênée, même si elle était déjà facilitatrice. Là, l'IA, avec plus d'intelligence, elle favorise le rapprochement des données qui ne matcheraient pas si bien que ça dans l'indexation prévue au départ. C'est exactement la même chose. Là, je passe sur la brique facture. Le rapprochement 3 voies est clé. Il est en plus de ça c'est devenu une exigence réglementaire. Je passe sur l'obligation légale de passer à du PDP dès cette année. Et l'IA va en fait simplement faire gagner du temps sur ces rapprochements-là, commande, facture et réception, pour pouvoir payer plus rapidement les fournisseurs. Avant, les algorithmes permettaient des rapprochements sur le numéro de bon de commande, et si le lien était cassé, l'humain est appelé au secours. L'IA, en fait, simplement permet aujourd'hui de traiter beaucoup plus, de détecter des erreurs éventuelles et de faire des suggestions de rapprochement plus efficaces. Donc, en clair, de gagner du temps dans le traitement des factures. Ce que nous, on a fait d'ailleurs, Mélanie, tu l'as évoqué tout à l'heure, sur la partie achat. L'IA, c'est aussi le traitement de l'image. Donc, on a ce qu'on a l'habitude de voir sur la numérisation des factures. Nous, on l'a fait sur les devis. Donc, tous les devis qui arrivent en PDF avec le formatage aléatoire de vos fournisseurs. Nous, avec la numérisation de l'image, on arrive à dématérialiser maintenant à la ligne et le moteur progresse dans le temps. D'accord ? Donc, l'OCR, ce n'est pas de l'IA. Par contre, l'IA permet, avec une brique OCR et des corrections humaines progressives, de gagner en apprentissage et faire du deep learning, comme on dit, pour pouvoir de plus en plus, de mieux en mieux traiter les images et accélérer la chaîne d'approvisionnement. J'ai une question pour l'auditoire. Ceux d'entre vous qui utilisent l'IA pour ces cas d'usage à ce jour, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît ? 2. Haut, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Vous êtes 3. 4. D'accord. On reviendra dessus après. Donc là, on est vraiment sur des cas d'usage avec des gains de productivité classiques. Là, l'idée, c'est de vous présenter le demain. Alors le demain, on est moins confiant, puisqu'on l'a moins vu ou pas développé. C'est des propositions qu'on vous fait et qu'on met à débat. Pour résumer, on imagine un acheteur augmenté, repositionné sur des tâches beaucoup plus stratégiques, et un acheteur qui a délégué à la machine beaucoup de son pouvoir. On a pris quelques exemples, toujours sur la même chaîne de valeur. Sur la génération de scoring, d'analyse de risque et de conformité. Alors les scoreurs utilisent déjà l'IA pour proposer des scores un peu dégradés, on va dire, calculés sur les données du web, quoi. En général, les Ecovadis, Credit Safe et autres. Demain, et les scores un peu robustes, c'est des consultants qui les font sur la base de questionnaires, des audits, des contre-audits, etc. Demain, ces mêmes questionnaires, ces mêmes interviews et ces mêmes contre-expertises pourront être générés par de l'IA générative sans aucun problème pour aider l'acheteur à hyper personnaliser sa stratégie ou ses plans d'amélioration avec les fournisseurs.
C'est compte tenu des risques, compte tenu de l'analyse du spend et de l'historique d'éventuels litiges ou de bon fonctionnement de la relation avec le fournisseur, avoir une personnalisation poussée de sa stratégie achat. Ça ira un peu plus loin sur les appels d'offres et les contrats. C'est le hibou qui en parlera tout à l'heure, Benjamin, Oui. puisqu'on avait un débat avant l'heure pour savoir si l'IA ira jusqu'à négocier elle-même, avec le fournisseur. Avec Jean-Michel, on est sceptique. Alors qu'avec Benjamin, on est plus... Mais Benjamin est confiant. Et moi aussi. Sur la brique de procurement, on pense qu'en effet, aujourd'hui, ce qui permet de gagner du temps, c'est des systèmes de workflow bien construits, avec des règles de gestion qui, malgré tout, restent figées, même si elles peuvent être complexes. Demain, on imagine que l'IA va pouvoir, en dynamique, construire des workflows qui peuvent évoluer selon des cas et des critères non identifiés par les acheteurs au moment du paramétrage de la solution. Et donc, ça s'adaptera effectivement en permanence au contexte et à l'usage qui en sera fait par les approvisionneurs. Exactement. Et sur la brique de paiement, pas de révolution majeure, mais simplement, on imagine qu'on ira jusqu'à 100% du traitement manuel aujourd'hui, de vérification comptable, de reventilation comptable des factures, de leur rapprochement avec les réceptions et les commandes initiales. Moi, je saurais moins en parler, mais sur la détection de fraude... C'est déjà le cas au sein de la fonction finance. A priori, ils ont déjà cette utilité. Donc, pareil, je veux dire, on peut tout à fait se dire que demain, la fonction achat l'utilisera aussi. Exactement. Et alors c'est vrai pour tous les outils de direction financière, mais sur une amélioration des prévisions en besoin de trésorerie, attention, avec ce fournisseur, il y a un risque, il faut le rappeler, et donc générer des décisions comme l'envoi d'un mail de relance et autres, en vertu d'un risque de trésorerie identifié par la data consommée par l'IA. Pour résumer les scénarios, donc il y a l'approche du sceptique et de l'enthousiasme derrière ces scénarios. Nous, notre conclusion notre pré-conclusion, c'est que soit l'IA va rester un espèce de supplément marketing dans l'industrie en général et pour les acheteurs en particulier. Je peux vous faire le secret, mais vous n'en parlez pas. Les éditeurs de logiciels de Source2Pay, par exemple, en parlent plus qu'ils n'en font aujourd'hui. Donc on est encore dans cette approche marketing. Le deuxième scénario, c'est l'IA a beaucoup de promesses, mais restera malgré tout un assistant de l'acheteur pour l'aider à performer, l'aider dans ses prises de décision et l'aider à gagner du temps. Un scénario aussi un peu négatif, c'est que l'approche marketing est telle qu'on investit beaucoup, mais qu'en réalité ça coûte et que le ROI n'est pas forcément bien identifié. Parce que derrière une requête d'IA, aujourd'hui c'est accrocheur les tarifs, mais attention, les coûts réels que ça a, t'en parlais au niveau climatique, mais même au niveau machine, chaleur générée, une requête d'IA, et plus vous donnerez de la data, plus vous donnerez des requêtes compliquées, plus ça aura un coût, et ce coût sera facturé obligatoirement aux consommateurs. Donc l'IA pourrait s'avérer aussi coûteuse, ou en tout cas le ROI reste à questionner en fonction des cas d'usage. Et puis le quatrième scénario, c'est l'IA qui devient pour le coup vraiment stratégique, qui va transformer l'entreprise en profondeur, et notamment pour cette révolution en marche, en parallèle de l'IA, qui est la prise en compte des enjeux ESG dans la stratégie des acheteurs, parce qu'ils ont un rôle fondamental à jouer, et puis parce que la réglementation augmente également dans le domaine. Juste pour conclure sur ça, sur les scénarios, on l'a déjà dit, mais il ne faut pas oublier quand même que, tu le mentionnais, la dépendance vis-à-vis des éditeurs demain, entre le discours tenu, la réalité, et puis la dépendance qu'on connaît tous une fois qu'on installe, et quelque chose à prendre en compte. Les risques de perte de souveraineté aussi, on l'a abordé, mais c'est un point extrêmement important qu'il faudra prendre en compte dans un
quel que soit le scénario qui sera mis en place dans vos organisations, mais qui sera nécessaire à prendre en compte. L'impact social et la consommation d'énergie de l'IA que tu mentionnes est à nous. C'est vraiment des préoccupations qui doivent être adressées. On ne peut pas juste parler de l'IA comme une formidable opportunité, catalyseur de transformation, comme on disait au démarrage. Tous ces risques ou toutes ces incertitudes, ça pourrait finalement étouffer son potentiel et faire apparaître ce qu'on appellerait une bulle de l'IA. Bon, en conclusion, on ne va pas revenir dessus, on a essayé de résumer, mais nous, notre conclusion profonde, c'est que finalement, l'avenir de l'IA, c'est vraiment ce que nous, notre fonction, enfin les fonctions en général, et on va dire la fonction achat, en fera demain. On reparle des données, on parle de la notion de formation des équipes, on reparle des enjeux environnementaux, de la du scénario, de l'approche très stratégique qui sera prise en compte. Tout ça fera l'avenir de l'IA. Merci beaucoup. Merci. Merci Caroline, merci Alexandre. On va passer maintenant à la deuxième partie du débat. Et à la fin de la deuxième partie, ça sera donc un débat ouvert avec l'auditoire, avec vous tous. Donc, si vous avez des questions qui commencent à poindre, pensez-y, notez-les et vous serez les bienvenus, bien entendu, pour les exposer et pour qu'on tente de vous répondre dans la mesure du possible à ce jour. Donc maintenant, on va attaquer la deuxième partie. La deuxième partie, c'est l'IA dans les achats, une révolution en marche, très bien. Mais maintenant, ce qu'on va voir, c'est des témoignages, des retours d'expérience, des perspectives, à la fois avec quelqu'un qui représente les sociétés qui aujourd'hui œuvrent pour la construction des IA dans les entreprises qui le souhaitent, et aussi avec des témoignages de deux personnes que je vais présenter dans quelques secondes, qui aujourd'hui réfléchissent à la façon dont ils vont en fait adresser le sujet au sein de leurs organisations. Donc à cette occasion, j'accueille donc Benjamin Lebailly, qui est le directeur général délégué du Hibou. Benjamin, voilà. Nous accueillons aussi Mathieu Bourgassé, donc le directeur régional territorial adjoint de l'UGAP. L'UGAP, c'est l'Union des groupements d'achat public. Et enfin, Didier Langolf, le DSI du conseil départemental de Haute-Garonne. Voilà. Bonjour Didier. Voilà, donc là, après cet exposé sur ce que peut être l'IA et vers quelle direction elle semble aller, on va passer à des choses où là, du coup, ce sont des futurs ou des actuels clients, en fait, de ces solutions. Avec non seulement cette partie-là, mais le fait que le Hibou, aujourd'hui, est une société qui est en train de construire, de réaliser des IA à la demande de sociétés. Donc, ils sont particulièrement bien placés pour expliquer de quoi il s'agit et quels sont, en fait, les souhaits de ces entreprises. Voilà, je vais leur passer la parole. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui est adressé ? Déjà, au niveau... alors, je m'adresse à Benjamin Lebailly du Hibou. Qu'est-ce que tu reçois aujourd'hui comme typologie de demande de la part des clients extérieurs ? Bonsoir à tous déjà. Enchanté. Donc, Benjamin Lebailly, effectivement, directeur général Le Hibou, plateforme de freelance spécialisée dans les métiers de l'IT qui regroupe 100 000 freelances aujourd'hui. On travaille beaucoup depuis 2 ans et demi sur les sujets de l'intelligence artificielle, effectivement, pour toutes les fonctions, pas que la fonction achat, mais on crée des équipes IA pour pas mal de sociétés qui vont travailler pour tous les services, dont la fonction achat. On a mené à peu près une 60aine de POC ou d'interventions maintenant depuis 2 ans et demi. Dans la fonction achat, du coup, pour faire le focus sur ce qui va vous intéresser et ce qu'on a vu, nous, fonctionner ou ce qu'on a mis en œuvre chez des directions achats. Premièrement, sur le volet approvisionnement, qui est un volet important quand même, on a travaillé sur la mise en place d'IA pour anticiper les stocks nécessaires en fonction des prévisions de vente et notamment liées à la météo pour un grand groupe de distribution dans le domaine du BTP, qui est très connu en France. Et c'est une IA qui a bien fonctionné après un projet qui a duré quand même très longtemps, on en parlera tout à l'heure. Sur le volet plutôt documentaire, administratif, et je pense notamment au RFP, on en parlait tout à l'heure, on a travaillé sur le volet de génération de RFP, de cahier des charges
d'accord pour un grand groupe industriel à Toulouse, et plus particulièrement sur un point important qui était assez difficile, qui est finalement le résumé d'un RFP qui fait 400-500 pages avec beaucoup de schémas techniques hyper compliqués. Savoir le résumer en 20-30 pages et être très cohérent, très pertinent pour que les équipes internes puissent le réutiliser et les fournisseurs. Donc on voit que c'est quelque chose qui fait énormément gagner de temps et qui a une vraie possibilité d'efficience pour vous, pour vos équipes et pour tout ça. On a également mis en place, alors à la fois pour des clients, mais même nous en interne maintenant, parce que nous on achète à peu près 1000 prestations informatiques par an maintenant, donc on a travaillé sur ce volet IA également en interne, des solutions qui permettent d'analyser des candidatures à des dossiers de référencement ou des cahiers des charges en fonction de nos critères, et c'est hyper pour le coup pertinent sur des volets RSE, impact, des volets administratifs au sens légaux notamment. Donc ça, c'est des solutions qu'on a mis en place, qui fonctionnent, qu'on a vu fonctionner et qui sont des vrais cas d'usage aujourd'hui, qui sont utilisables par l'ensemble des directions achats. Voilà, sur le troisième volet, qui est un volet plutôt financier, anticipation des prix, c'est quelque chose qui aujourd'hui pop beaucoup. Comment bien anticiper les coûts liés à mes achats et comment bien catégoriser l'ensemble des dépenses. Donc on voit de plus en plus de solutions qui se mettent en place autour effectivement de l'analyse des factures avec les différentes technologies d'IA. On en a parlé tout à l'heure, d'OCR, je crois que tu parlais tout à l'heure, Alexandre. Typiquement, voilà, c'est ce que l'IA d'aujourd'hui permet de faire. Donc tout ça, c'est des cas d'usage qui ont été développés et qui fonctionnent très bien aujourd'hui chez les entreprises privées. Voilà. D'accord. À ce jour, cette typologie de solutions, tu les as mises en œuvre dans à peu près combien d'entreprises, qu'on se rende compte un petit peu? Aujourd'hui, on travaille vraiment avec une dizaine de sociétés en France sur l'IA, où on a mis en place des équipes, où on a travaillé sur des POC pour des directions métiers. Mais peut-être un point là-dessus, et je pense que c'est le point le plus important quand vous lancez un projet IA, c'est surtout d'être cross-équipe, d'intégrer tout de suite la direction IT dans ces problématiques-là. On parlait de sécurité tout à l'heure, notamment, mais on parle aussi de coûts, d'impact. Il y a plein de problématiques, on en reparlera peut-être, je pense, après, mais liées à l'IT. Et on travaille avec des entreprises du CAC 40, sans les citer, mais du secteur du luxe, du secteur de l'industrie, notamment un grand industriel ici, dans l'aéronautique, sur ces problématiques-là. Voilà, pas mal de choses là-dessus. Et maintenant, je vais passer la parole à Mathieu Bourgassé, donc, qui va nous expliquer un petit peu où en est la réflexion dans son organisation au sein de l'UGAP. Est-ce qu'il a pu peut-être commencer à démarrer ou est en train de travailler aujourd'hui? Bien, déjà, bonsoir tout le monde et merci de m'avoir invité. Et d'autant plus merci qu'on est finalement avec le Conseil national des achats sur un terrain assez identique et on fait la démonstration ce soir aussi grâce à la mêlée que toute discussion est possible et ensemble on est sans doute plus fort dans cette période, puisque, alors, comment l'UGAP, je vais revenir sur ce qu'est l'UGAP brièvement, mais avant, comment l'UGAP avance dans cette grande étape de la vie, finalement, hein, je reprends les mots d'Alexandre, de Caroline tout à l'heure, c'est vrai que on ne sait pas encore complètement où on va. On a quelque chose, on a un grand appel vers une évolution majeure qui s'annonce à nous, mais on ne sait pas comment on va et de quelle manière en fait tout cela va se mettre en place. Et donc nous, on est plutôt sur petit à petit, on teste, on expérimente. Et à l'UGAP aujourd'hui, en fait, on est sur deux sujets. On est sur finalement comment dépasser l'algorithme, hein, donc sur l'intelligence de la donnée, c'est-à-dire qu'on a des marchés qui aujourd'hui traitent des sujets de suivi. Je cherchais des exemples très concrets, mais là, on a par exemple une plateforme pour les bailleurs sociaux en fait, qui fait un état très précis du logement, de son usage, de son entretien, etc. Et l'IA a été un élément d'accélérateur pour justement le traitement de cette donnée, d'une meilleure compréhension, parce que finalement, on considère finalement l'IA en fait comme un partenaire. C'est-à-dire que voilà, hein, quelqu'un disait tout à l'heure, l'acheteur ne va pas être remplacé par l'IA, mais bien évidemment, l'IA vient suppléer, vient renforcer et vient accélérer et rendre encore plus productif l'achat. Donc on en est là aujourd'hui. Et puis le deuxième, donc l'intelligence de la donnée. Et puis le deuxième sujet, c'est aussi l'innovation. C'est-à-dire que
on se positionne. Alors, c'est le moment peut-être de dire un mot sur l'UGAP. L'UGAP, c'est la grande centrale d'achat public généraliste. C'est une grosse machine. Hein. Voilà, ça pèse 6 milliards de chiffre d'affaires. On doit avoir, je n'ai pas le chiffre exact, mais entre 300 et 400 acheteurs. Voilà. Et puis, on a un réseau territorial. Moi, je m'appelle directeur régional territorial parce qu'on est dans toute la France. En fait, on a des agences comme des agences commerciales. Moi, je représente l'Occitanie ici avec un bureau à Toulouse, un bureau à Montpellier. Et en fait, l'UGAP aujourd'hui a quelque chose de particulier, c'est que finalement, on a organisé les choses pour rendre davantage de place à l'innovation. Et pour cela, on a un marché qui s'appelle multi-éditeur. On parlait des logiciels, des solutions. Et c'est au sein de ce marché où finalement, on laisse une place aux innovations et on profite de cette matière, de ce sujet pour aussi permettre aux innovations d'intégrer les marchés publics. Parce que nous, on a une particularité, on a un établissement public déjà, industriel et commercial, et on ne s'adresse qu'uniquement aux décideurs publics. La sphère privée ne nous concerne pas du tout, donc on s'adresse à toutes les collectivités, à l'État, aux représentants de l'État, dans les régions, etc. Et on sait très bien que intégrer les marchés publics, c'est une vraie question, et c'est souvent aussi une grande difficulté, notamment pour des start-up, notamment pour des entreprises en devenir, et on se sert aussi de ces grands sujets pour permettre finalement à toutes ces entreprises d'intégrer la commande publique, tout simplement. Merci Mathieu. Je vais passer la parole à Didier Langolf. Alors c'est intéressant parce que l'angle de vue est forcément un petit peu différent et c'est tout l'intérêt de la démarche, dans le sens où Didier est DSI au sein du conseil départemental Haute-Garonne. Donc c'est intéressant d'avoir sa vision en tant que spécialiste de ces questions, mais sur le plan vraiment technique. Voilà, donc expliquer un petit peu ce que vous êtes en train de réfléchir dans le futur ou ce que peut-être vous êtes déjà en train de réaliser pour certaines choses. Bon, bonsoir à tout le monde. Donc en effet, alors je ne vais pas parler technique, je rassure tout le monde. On ne va pas rentrer dans la technique de l'IA. Il y a d'autres spécialistes, je pense, qui peuvent en parler mieux que moi. Mais en effet, au niveau d'un conseil départemental, donc celui de la Haute-Garonne, je vais parler de celui-là, je le connais bien. D'abord, il faut connaître tous les domaines que l'on couvre, pas au niveau informatique, mais déjà au niveau du département. Donc notre compétence numéro 1, c'est la solidarité. Pourquoi je parle de ça? C'est qu'à un moment, on va manipuler des données et on va travailler avec de l'IA, forcément, puisque je suis un convaincu que l'IA va pouvoir nous aider. Et je vais vous dire après pourquoi et comment. Mais donc, au niveau du social, on a des données sensibles, puisque le social, c'est très, très vaste. Ça va des personnes âgées jusqu'à la petite enfance, chacun avec des aides différentes. Et notamment au niveau de l'enfance, les données les plus sensibles, parce que ce n'est pas toujours celles qu'on croit, ce n'est pas les données médicales ou par rapport au handicap, par rapport aux aides que l'on peut donner, mais c'est les placements d'enfants que l'on doit effectuer. Et pour le coup, ce n'est pas des données qui doivent transiter n'importe où, même pas par mail. Donc il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. Et puis ensuite, on travaille avec des strates de population, notamment au niveau des collégiens. Et là, on se rend compte que c'est une population qui, je ne vais pas dire, ils ne sont pas nés avec l'IA, même si on a vu que l'IA, ça fait longtemps qu'elle existe. Mais par contre, ils la manipulent tous les jours. Donc, ce qui nous amène dans des DSI, donc qu'elles soient de département, de collectivité, ou je suppose dans le privé, d'avoir, tout le monde a entendu parler de Shadow IT, c'est-à-dire l'utilisation d'outils qui ne sont pas tamponnés ou validés par la DSI, aujourd'hui dans le Shadow IA. Donc il va falloir qu'on soit capable d'apporter des solutions, parce que interdire l'utilisation de l'IA sans apporter une solution alors tout à l'heure, on a parlé, c'est vrai qu'il y a des termes souveraines, donc c'est important. Et nous, on va voir que c'est très important au niveau des collectivités. Pourquoi? Parce que le souverain va nous permettre déjà d'essayer, de se sécuriser par rapport à des fuites de données. Alors, on n'est pas à la NASA non plus, on n'est pas Airbus, qui aurait pu être là, qui aurait pu témoigner. Peut-être qu'il y a des gens d'Airbus, mais on a de la donnée sensible. Et donc, oui, donc on va utiliser l'IA. On réfléchit. Alors, c'est sûr, je ne vais pas vous faire rêver, on n'a pas de cas concret, mais en même temps, ça me rassure. Il n'y a pas non plus dans le privé des cas vraiment très, très précis.
Ce que j'avais dit aussi en préparant la réunion, c'est que ça fait longtemps qu'on a mis en place pour faciliter la vie de... Alors, ce n'est pas tout à fait nos acheteurs, mais c'est les gens qui quand même payent nos fournisseurs. On a mis en place des outils. Donc, il y a 5 ans, les gens vous parlaient, oui, vous avez mis de l'IA parce qu'on a mis de l'automatisation de tâches, donc des robots. Donc moi, je fais vraiment la distinction, là par contre, en tant que technicien, entre je suis capable d'automatiser, de faciliter la vie d'un agent sur l'injection de pièces justificatives pour payer, puisqu'on est soumis au code de la commande publique, nous. Donc beaucoup plus complexe. Donc on a mis ça en place depuis déjà 5-6 ans. Donc ça facilite la vie de nos agents. Et aujourd'hui, les questions qu'on se pose, on n'est pas du tout sur du remplacement d'agents. On est vraiment, donc je reprends ce qui a été dit, sur l'IA pour les accompagner et les aider. Parce que ce qu'on est en train de vivre au conseil départemental, c'est des agents qui, par la pyramide des âges, partent et des départs à la retraite qui ne sont pas forcément remplacés, des contractuels qui n'ont pas aussi été renouvelés, donc des trous dans la raquette en termes de, on va dire, d'ETP. Et comment arriver à faciliter la vie de ceux qui, malgré le volume qui n'aura pas forcément diminué, vont avoir à traiter un peu plus de choses, donc au niveau du paiement des factures, au niveau de l'instruction des dossiers. Donc les premiers cas sur lesquels on réfléchit, donc tout à l'heure on a parlé de POC, donc d'expérimentation, ça va être sur la complétude des dossiers. Donc tout à l'heure j'ai parlé que pour pouvoir avoir une aide, qu'elle soit pour les personnes âgées, pour les enfants, pour le RSA, puisqu'on instruit le RSA, mais on instruit aussi la gratuité des transports scolaires, donc on l'a encore. On fait partie des départements qui ont encore cette compétence partagée avec la région. Et pour instruire tous ces dossiers, on est en train d'étudier l'utilisation de l'IA pour la complétude du dossier. Un exemple, sur un dossier MDPH, il y a à peu près 380 points à vérifier pour pouvoir dire le dossier est complet et donc il passe à l'instruction. Si l'IA peut faire ce contrôle-là, alors il y a des contrôles très très simples, le nom, le prénom, mais vérifier la date de naissance, vérifier que la pièce d'identité est bien celle que l'on a, qu'elle est valide, etc. Bien sûr, ça ne fera pas l'aspect contrôle médical de ceux qui est demandé, etc. Mais voilà, on pense à ce cas d'usage. Sur l'aspect achat, si on se focalise sur l'aspect achat, nous, on doit payer des fournisseurs, mais comme je le disais, on est soumis à la commande publique, donc on doit rédiger des cahiers des charges, analyser des offres qui, parfois, on n'a qu'une seule offre. Parfois, on en a 15. Et ça, on a des cas d'usage qui fonctionnent à certains endroits déjà, et nous, qu'on va étudier et peut-être donc expérimenter sur l'analyse des offres, nous aider à rédiger des appels d'offres. Et après, il y a un point qu'il faudra aussi qu'on aborde, je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui, c'est tout à l'heure on a parlé des craintes, mais la crainte pour le coup les usagers de la Haute-Garonne, et ça on l'a partagé avec, moi je l'ai partagé avec mes collègues de la mairie de Toulouse par exemple, c'est la crainte qu'ils ont, c'est que ce soit une IA qui prenne des décisions sur des choses qu'ils demandent. C'est-à-dire, tout à l'heure, je parlais du RSA. La crainte pour un usager du département, c'est de se dire, je dépose un dossier et en fait, tout va être instruit par une intelligence artificielle. Et ça, ils y croient pas. Et en tout cas, ils ont la crainte d'eux. Et donc, on explique bien que l'aspect humain dans la décision finale, elle sera toujours présente. Parce qu'il en restera toujours. Tout à l'heure, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a dit 100% sera traité par l'IA. On en rediscutera après. Voilà. Je m'arrête là parce que je peux parler beaucoup plus longtemps. Oui, voilà. Merci Didier. J'ai une question pour Benjamin. On entend souvent dire que l'IA, c'est quelque chose qui est déjà tellement huilé, qui est déjà tellement rapide en exécution dans tout un tas de sujets ouverts au grand public ou pas, que lorsqu'une entreprise décide de mettre en place une solution IA, en son sein, ma foi, il suffit de quelques semaines, c'est rodé par avance et on y va. Qu'en est-il en réalité ?
C'est une très bonne question, effectivement, parce que l'IA, pour résumer, aujourd'hui a un énorme potentiel, mais ne peut pas tout faire. Un exemple tout bête, je vous mets tous au défi de réussir à demander à ChatGPT de vous générer une image d'une voiture avec des pneus carrés, et il ne saura pas le faire. Parce que simplement, il n'a pas l'habitude d'en voir et que pour lui, une voiture a des pneus ronds. Et voilà, donc c'est nous qui avons entraîné ChatGPT comme ça. Est-ce que c'est facile à mettre en place? Non. En fait, l'IA a un énorme potentiel, mais n'est pas pertinent pour tout, en réalité. On parlait tout à l'heure de ROI. Dont on a accompagné des sociétés qui sont allées très vite sur l'IA, qui ont plus réfléchi cas d'usage, mais qui n'ont pas forcément bien travaillé l'étude de faisabilité, l'étude de rentabilité en fait en amont. L'IA, pour que ça fonctionne, on parlait de gouvernance tout à l'heure, il faut vraiment que vous ayez une donnée qui soit bien structurée. Donc d'où l'effet, d'où l'importance de discuter avec les équipes techniques DSI, parce qu'un très bon cas d'usage pour vous, qui va vous aider au niveau efficience, va peut-être mettre beaucoup plus de temps à se faire que par une solution informatique classique d'automatisation, de data science. Voilà. Il y a plein d'autres solutions que l'IA finalement qui peuvent répondre à votre besoin. L'IA est à la mode aujourd'hui, on en entend parler tous les jours. Je pense que tous les jours, quand vous ouvrez LinkedIn, vous devez voir 3 webinaires différents sur ces sujets-là. Enfin, voilà. C'est à la mode, donc on en parle beaucoup. Le premier enjeu, il est là. C'est la data, avoir de la bonne data structurée, qu'elle soit bien faite. Et ça peut prendre énormément de temps. Pour ceux qui achètent des prestations informatiques, vous savez que il faut des équipes entières pour refaire un système informatique, un système de données. Ça impacte énormément financièrement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, une IA, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit entraînée. En fait, on n'est pas sur un projet informatique classique où on met en place SAP ou je sais pas, un CRM. Voilà, on a toute une phase conception, développement ou intégration, test. C'est assez binaire. On a des équipes ou une IA qui va tester à notre place d'ailleurs maintenant et qui va nous dire c'est oui, c'est non sur le scénario qu'on a développé et c'est OK. Une IA, c'est complètement différent, c'est-à-dire qu'il va falloir lui apprendre avec votre modèle de données à vous, toutes vos données, pour qu'elle soit pertinente. Et fonction des cas, on a travaillé nous sur des sujets assez complexes, notamment en cybersécurité pour le coup. Ce qu'on évalue aujourd'hui, c'est qu'une IA, pour qu'elle soit pertinente, il lui faut entre 2 mois et demi et 1 an d'entraînement en réalité. Ce qui va beaucoup dépendre là-dedans, c'est 2 choses. C'est la complexité de ce que vous allez lui demander, c'est le premier point. Et 2, c'est un point à surtout bien anticiper, c'est l'effet de la saisonnalité pour le coup. Parce que l'IA, en l'occurrence, sur laquelle on a eu le plus de problèmes, c'est une IA de détection de fraude en cybersécurité qui devait évaluer le comportement des employés de la société. Et donc, tout comportement à risque, on coupait l'accès, on ne sait jamais, c'est peut-être une attaque en cybersécurité. Sauf que dans une entreprise, vous avez des personnes qui arrivent, des personnes qui partent, vous avez des congés, vous avez pas mal de choses. Et en fait, si vous ne faites pas la saisonnalité complète sur une année, l'IA n'est pas pertinente et vous sort des faux positifs en permanence. Et vous avez plein d'équipes derrière qui sont obligées d'annuler le truc. Donc, ROI 0 sur ce sujet-là. Si on va trop vite, oui, ROI négatif plutôt même, si on va trop vite et qu'on ne prend pas ça en compte. Donc, en fait, fort potentiel, mais le meilleur conseil que je pourrais vous donner, et on le voit aujourd'hui, il y a peu de boîtes qui ont vraiment trouvé du ROI sur ça, à cause de cette dimension-là. Le troisième point qui va vraiment être important, c'est la dimension coût. On en a parlé tout à l'heure. Alors, il y a le coût de consommation d'une requête. Tu en parlais tout à l'heure, Alexandre. En moyenne, entre 8 et 15 centimes après la requête aujourd'hui sur les plateformes, les différentes plateformes. Mais vous avez quelque chose qui a émergé dans les derniers mois, qui est le coût du cloud associé, où il y a eu beaucoup de communication. On a nous-mêmes publié des choses à ce niveau-là. Les coûts du cloud explosent. Pourquoi? Parce que l'IA est consommatrice en énergie, on en a parlé, mais est très consommatrice en bande passante également. Le cloud, vous le payez à l'utilisation. Donc, résultat des courses, vous consommez sur la plateforme d'IA et puis vous consommez dans le cloud derrière et vos coûts explosent. Et ça, ce n'était pas forcément anticipé non plus dans le ROI. Donc, d'où le point de bien travailler tous ensemble avec les équipes IT pour définir une politique IA finalement chez vous. Par quoi vous voulez passer? Est-ce que vous voulez passer par des solutions de marché? Est-ce que vous voulez développer vos propres modèles? Et quel est l'impact il y a derrière? Est-ce que vos système est prêt en fait, à le faire? Voilà, c'est les questions à vraiment vous poser avec eux. Et parfois, il vaut mieux changer de cas d'usage, finalement aller sur quelque chose qui semblait moins héroïste pour les équipes au niveau efficience, mais qui va être beaucoup plus facile à développer. Et donc faire un premier test sur une première IA, comme tu en parlais tout à l'heure, et je pense que c'est la meilleure façon de faire. Voilà. Merci messieurs. Alors le moment est venu, est-ce que dans l'auditoire, il y a des personnes qui souhaitent poser une question sur ce qui a été dit ou réagir
sur les présentations. C'est ouvert, vous pouvez. Oui. Le coût de la requête, oui, entre eux. Ouais, alors j'ai peut-être pas les chiffres précis actuels, mais on est entre 8 et 15 centimes la requête à peu près. En dollars, la plupart du temps. Oui. Sur des éléments où je ne suis pas tout à fait d'accord. En fait, quand je vous entends parler beaucoup d'IA sur cloud, ChatGPT, etc., sauf que depuis quelques mois, notamment avec l'entrée de DeepSeek, on voit que des IA, des LLM, donc des grands modèles qui sont très puissants. Pour l'image, c'est avoir une fusée pour aller chercher le pain et détruire la boulangerie. En fait, sont très petits et tournent sur un PC. Et on parle d'éthique, etc. Et ça vient justement dans ces éléments-là. Vous avez aussi parlé du cloud. On n'a plus besoin de cloud aujourd'hui, vu qu'on a des modèles qu'on appelle frugal ou des SLM qui permettent justement, par vertical métier, là on va prendre les achats pour ça, mais on peut prendre des petits bouts où on va venir automatiser certaines tâches et bien sûr décider si ça va être du scriptural. Là, je rejoins monsieur le DSI, ou c'est scriptural ou de l'intelligence artificielle. Mais c'est juste voilà, pour vous dire que ça me donne une image très négative, en fait. Ça paraît être une image très négative de l'intelligence artificielle pour quelqu'un qui défend l'intelligence artificielle. Merci. C'est une très bonne question. Ça me permet peut-être de reformuler. Non, alors je ne défends pas l'intelligence artificielle, déjà. Mais non, l'idée était plutôt d'atténuer un effet qu'on voit beaucoup quand même sur les réseaux en ce moment, qui est l'IA est magique, en fait. Alors, on aurait discuté entre DSI, entre techniques, on aurait certainement eu des termes différents. Mais l'idée, c'est plutôt aussi de sensibiliser tout le monde sur le fait que, ok, l'IA permet de faire plein de choses, mais il y a un vrai coup derrière, il faut anticiper. Par rapport à DeepSeek et par rapport à tout ça, d'où le fait que j'expliquais que la première chose à faire pour moi, quand on veut partir sur un projet IA, c'est de discuter avec les équipes techniques qui, elles, sont au courant des dernières avancées, de tout ça. Ça va très vite aujourd'hui. Vous voyez le nombre de plateformes qui sont en train d'être créées en permanence, en Chine, aux États-Unis, en France. Il y a un enjeu de souveraineté, donc on défend beaucoup maintenant Mistral AI. Mais c'est pour ça, finalement, ça va très très vite. Les versions de chaque plateforme évoluent en permanence. Voilà. Le principal point qui a été quand même craqué il y a maintenant 2 ans, je pense à peu près, c'est l'analyse du langage humain. C'est ça qui a tout changé, parce que l'IA, finalement, Excel, on aurait pu se dire que c'est une intelligence, fait des formules à notre place, nous permet d'accélérer ça. Ce qui a changé, c'est l'analyse du langage humain, c'est la capacité à converser. Voilà, on parlait tout à l'heure on a eu un débat effectivement sur est-ce que l'IA pourra négocier à notre place. Techniquement, c'est déjà faisable, en fait. Puisque il y a des cas d'usage qui ont déjà été créés, développés, utilisés dans du recrutement, puisque aujourd'hui des entretiens de recrutement peuvent être faits par une IA. Donc si on transpose aux achats, ça veut dire qu'on peut techniquement le faire. Est-ce que ça veut dire que chaque entreprise va le faire? Est-ce que c'est bien fait? C'est 2 choses différentes. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, pour que ça fonctionne, il faut entraîner énormément le modèle. Donc ça a un coût, tout ça. Voilà. Donc est-ce que ça sera fait? Ça, c'est la décision des entreprises et c'est autre chose. C'est vous, en tant que directeur achat, qui allez regarder ça. Mais voilà, si ça répond à la question. Oui. Je viens, parce que c'est loin. Je vais compléter par rapport à, parce que on parle de tout à l'heure, il a été abordé en effet le fait que ça allait consommer cette centrale nucléaire, etc. Il y a ce côté-là. Il y a le côté, en effet, il y a des IA qui consomment très très peu. Je suis d'accord avec vous. Et en même temps, donc il y a des modes. Donc l'IA frugale. Alors, il y a qu'à me voir, le frugal, c'est pas ma tasse de thé au naturel, mais au niveau de l'IA, c'est pareil, je vais peut-être inventer un concept, mais moi je parlerai aujourd'hui, si je devais qualifier l'IA que j'aimerais utiliser, c'est flexitarienne et souveraine. Voilà. Donc il faudra en effet qu'on ait de l'hybride. On ne pourra pas avoir des IA qui consomment rien du tout et faire tourner des choses qui vont demander... Enfin, il y a des traitements. Tout à l'heure, on disait on peut faire de l'automatisation. Donc ça veut dire on n'a pas besoin d'IA. Ça, c'est le plus petit. Mais en même temps, on aura des traitements qui seront énormes, avec des données énormes. Alors peut-être pas au niveau du département, mais il y a des sociétés qui ont des données beaucoup plus importantes. Et donc ça sera un mix des deux. Donc voilà.
C'était juste pour compléter. Alors, oui, bonjour, merci pour cette présentation, vraiment très intéressante. Je travaille pour une grande boîte aéronautique et je déploie l'IA dans l'engineering. D'où ma question, est-ce que vous voyez les connexions? Comment vous voyez les connexions entre les autres départements, les autres fonctions d'une grande entreprise, entre les achats, l'engineering, les achats, les RH, voilà. Comment vous voyez un peu ces connexions? Et où là, je crois qu'il y a aussi un gros potentiel en fait, pour le déploiement de l'IA. Non, le potentiel, oui, il est tout à fait là. On a la chance de se connaître un petit peu, donc on bosse ensemble. Mais bref. Non, le potentiel, oui, il est là parce que... alors sur l'engineering, on parlait tout à l'heure d'appels d'offres et autres sur le sourcing de fournisseurs, sur l'analyse de tout ça, il y a énormément de choses à faire. Il y a la maintenance prédictive aussi, sur laquelle il y a énormément de choses à faire d'un point de vue IA et de solutions en cours de développement. Je pense qu'en fait, ça peut optimiser tous les échanges entre les services parce que sur des mêmes solutions, on va pouvoir créer des systèmes relationnels qui vont accélérer. Donc, ouais, tout est à potentiel à ce niveau-là, je pense. Je vois pas de limite forcément aujourd'hui, quoi. Voilà. Je sais pas si tu en veux une, mais non. Ça répond à la question à peu près. Des use cases de connexion entre les services. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Je te parlais du coup du RFP. Pour le coup, là, tu es sur de l'achat de matière, tu es sur l'achat de matériaux, assemblés ou pas, fabriqués. Voilà. Et là, ça touche plusieurs services. On va toucher l'étude engineering en préalable, on va toucher les achats purs, toutes ces choses-là. On va toucher le service engineering derrière qui va déployer. Voilà. Ça touche en général plusieurs services à la fois, quoi. Donc voilà, cybersécurité, ça va toucher toute l'entreprise automatiquement. On parlait un peu recrutement tout à l'heure. Pour le coup, c'est des choses qui avancent très très vite d'un point de vue RH, capacité à former. Nous-mêmes, on a mis en place une solution aujourd'hui qui enregistre l'ensemble des modules et qui vous sort un quiz d'évaluation hyper bien fait en 15 secondes et qui va vous générer ça. Donc la conduite du changement sur tous les sujets de l'entreprise va être touchée. Voilà. Tout est faisable, tout est connecté, quoi, je pense. Oui, s'il vous plaît. Merci pour vos retours d'expérience. Je pense qu'il y a un sujet qui va toucher tout le monde, c'est justement le chiffrage. Une entreprise qui veut décider de franchir le pas va, en fonction du service, vous demander une idée de ce que ça peut coûter. Peut-être 2, 3, 4 scénarios. Est-ce que ce sont des choses que vous pourriez partager? Est-ce qu'il y a des chiffres que l'on peut évaluer juste pour avoir le goodwill, quoi, savoir un petit peu dans quoi on va mettre les pieds, et ce qu'on devra dire dans nos sociétés en interne et à faire remonter pour dire voilà, ça sera 400 000, ça sera 10 millions, ça sera voilà. Merci. Alors c'est très difficile de répondre par un chiffre à tout ça. Ce qui va impacter principalement peut-être déjà pour... Alors oui, les entreprises peuvent chiffrer, mais avec l'équipe IT en l'occurrence. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui va coûter le plus cher, c'est l'humain. Bizarrement, c'est ça. C'est-à-dire que fonction du système que vous avez en place, de la donnée qui est déjà présente, déjà vous avez tout ça à regarder. Donc auditez ça pour savoir qu'est-ce qu'il faut changer, est-ce que c'est facile à faire ou pas, est-ce qu'une IA peut le faire facilement, parce que pour le coup des petits modèles développés peuvent faire pas mal de choses dans la data. Et bref, il y a ça. Si le système nécessite beaucoup de mise à jour d'un point de vue data, vous avez potentiellement une équipe de 2, 3, 4 ETP qui va intervenir en fonction de tout ça. Ça coûte beaucoup d'argent. Ensuite, c'est la complexité du système et ce qu'on va choisir comme solution qui va jouer. Et là, c'est avec le service IT, fonction de la souveraineté. On a parlé de l'IA Act tout à l'heure, c'est un point aussi important à toujours avoir en tête. Même le choix de la solution en elle-même, certains d'entre vous sont certainement aussi eux-mêmes fournisseurs de clients de travaillant en B2B. Et vos clients peuvent vous-même vous imposer des contraintes en termes de choix de solution et de souveraineté. C'est un point quand même important. Donc c'est ça qui va varier. Et le troisième point, c'est le degré, en fait, c'est la complexité et le degré de pertinence qu'on va attendre de ça. Plus ça va être complexe, plus il va y avoir besoin d'entraînement. Et donc pour avoir une IA pertinente qui réponde aux questions, il va falloir plus de temps en fait. Donc c'est là que c'est compliqué à estimer. Mais ce qui va coûter le plus cher dans tout ça, c'est le coût humain en amont. Puis après, ça va être la consommation en elle-même et ce qu'on va faire. Un point important là-dessus, c'est aussi à quel niveau ça va être utilisé. Si vous avez énormément de requêtes sur cette IA, potentiellement les coûts vont augmenter fortement à l'utilisation en elle-même, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est difficile de chiffrer. Par contre, avec l'IT, déjà chiffrer cette première partie data
ça c'est faisable assez facilement à quelque chose près. Et derrière le développement des modèles, la complexité et autres, les sociétés pourront vous aider à chiffrer, quoi. Voilà. C'est ça. C'est le coût de mise en place, le coût humain de la mise en place de tout ça. Puis après, il y a les outils, il y a tout ça, mais le plus important, ça va être le coût humain. Ouais. Oui, par rapport à ce qu'on a déjà sourcé, il y a aussi des modèles différents. C'est-à-dire, vous pouvez être facturé pour certaines plateformes au nombre de requêtes que vous allez lancer. Alors, elles sont souvent proportionnelles au nombre d'utilisateurs qu'il y a, mais c'est deux modèles qui peuvent être soit séparés, soit c'est un tout. C'est-à-dire, plus vous avez de personnes connectées, plus vous allez payer. Soit vous avez des requêtes, et donc plus vous allez faire de requêtes, plus vous allez être facturé aussi. Et après, vous avez des forfaits. Donc ça, c'est un peu comme votre forfait mobile. Il ne faudra pas dépasser ce que vous avez prévu de faire par mois, parce que je pense que les requêtes supplémentaires seront, voilà, comme le méga supplémentaire de votre forfait, sera très cher derrière. Et donc, ouais, ça aide pas. Hein. C'est donc difficile de chiffrer. Bien, mais nous vous remercions, Benjamin, Mathieu et Didier, pour ces réponses. Maintenant, je vais appeler Édouard pour me rejoindre. On va les applaudir, bien sûr. Donc, on va passer à quelque chose un petit peu différent, mais qui a un petit côté historique. N'est-ce pas, Édouard ? Donc, on a beaucoup dialogué avec Édouard depuis qu'on a fait connaissance il y a à peu près 4 mois environ. Et on est arrivé à partager suffisamment d'idées pour décider de signer entre la mêlée numérique et le CNA Occitanie une convention de partenariat qui va en fait lier les deux organisations de façon à ce que chacun puisse accueillir les adhérents de l'autre et de faire, je te laisse la parole, je ne vais pas tout dire. C'est de pouvoir continuer, hein, comme on le fait nous à la mêlée, des échanges avec des métiers, des filières diverses et variées, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, l'impact du numérique et de l'IA est fort et sera encore plus fort dans les temps à venir, vous venez d'en parler, auprès de tout le monde. Et donc c'est important qu'il y ait ces croisements-là et ces échanges de bonnes pratiques. Et donc le but c'est vraiment que ça continue au niveau au moins régional, mais national, puisque on est suivi, je crois, en ligne par des adhérents tout à fait. Un peu partout. Exactement. Voilà, donc voilà, moment historique. On est ému. Voilà, on commence. Il y a la région. Quelqu'un aurait un Mont Blanc, c'est pour la photo. Ah, ton Mont Blanc, mais au département, ils ont tous des Mont Blancs. C'est notre Acadie Mont Blanc. C'est le CNA, ça, hein, c'est pas la mêlée, voilà. Ah bon ? CNA, ils ont des acheteurs. Des acheteurs. Oui, bah attends, à toi. C'est fait. Voilà. Donc, oui, on peut quand même. Hein. Merci à tous. Alors, on va poursuivre avec quelques informations de la part de la mêlée numérique. En termes d'adhérents et d'agenda, si j'ai bien compris. Voilà. Oui, c'est ça. Bien, pour finaliser cette sympathique soirée, nous, déjà encore merci à vous. Et donc, on va demander... Alors, nous, on a 3 nouveaux adhérents. On leur demande en 1 minute de se présenter. Hein, comme ça nous permet de les connaître et de vous faire connaître. Alors, mais je crois que N-France est malade. Donc, on a Synovate et Vertive. Où sont-ils? Ah, voilà. Alors, il n'est pas nouveau, mais... C'est ça, oui. Bonsoir à tous. Je suis Cédric Bayonne. Je suis responsable commercial chez Vertive. Ça fait bientôt 3 ans, non 2 ans et demi déjà, ouais. 3e année. Pas tout à fait nouveau, on se connaît déjà bien, on participe régulièrement à la mêlée numérique. Et donc Vertive, nous on est fabricant de solutions, d'infrastructures pour les data centers au niveau mondial, multinational, et pour l'intelligence artificielle. Donc en fait,
On fabrique tout ce qui est système en fait, électrique, donc onduleurs, batteries, etc. Les systèmes de climatisation pour les data centers. Et on aide en fait nos clients qui sont essentiellement les DSI, voilà, mais ça peut être des petits data centers comme des gros data centers, d'énormes data centers de plusieurs hectares, à optimiser en fait tout ce qui est consommation d'électricité, donc améliorer le PUE. Voilà, il y a beaucoup de clients qui le savent pas, mais en fait leur data n'est pas optimisée en termes de consommation électrique. Voilà, donc tout ce qui est froid et tout ce qui est système onduleur obsolète avec des rendements électriques qui sont pas du tout d'actualité peuvent être optimisés, améliorés. Voilà, donc si vous avez des besoins, n'hésitez pas, je suis par là. Merci. Merci. Alors, le représentant ou la représentante de Sinovate, parce que c'est pas moi qui devais faire ça, c'était Hugo, mais donc je sais pas si la personne est là. Elle est malade. Bon, j'espère que c'est pas une épidémie. Eh bien, la suite, c'est dans les grands rendez-vous. On se retrouvera tous et j'espère que vous serez présents, bien sûr, le CNA, pour notre événement annuel de la mêlée numérique, donc la semaine, le festival annuel du digital d'Occitanie, avec évidemment un énorme focus sur l'intelligence artificielle cette année, du 22 au 27 septembre, ici à Toulouse, et aussi, bien sûr, ça pourrait être suivi à distance pour ceux qui ne pourraient pas s'y rendre. Et donc, vous verrez une semaine très riche avec beaucoup d'interactions, beaucoup de conférences et plusieurs milliers de participants. Et ça sera bien sûr l'édition du 25e anniversaire, donc celle-là ne sera vraiment pas manquée. Et un petit agenda traditionnel, je ne vais pas tout vous dire, c'est les rencontres de nos adhérents, les matinales à Toulouse, à Montpellier, matinales business qui permettent des échanges pour les lève-tôt, les after-work pour les couches tard, comme ce soir. Michael est là, Michael Ménil, oui. Approche-toi, s'il te plaît. Vous parliez de l'IA Act. Donc, on aura une journée avec une après-midi le 26 mars sur la mise en pratique de l'IA Act dans les organisations avec le CIGREF. CIGREF, c'est le club des grandes entreprises françaises informatiques. Donc, vous devez aussi certainement connaître au CNA et la commission des DSI de la mêlée. Et puis, évidemment, cette journée-là est ouverte à tous les adhérents le 26 mars. Voilà, la facturation électronique, voilà, encore un sujet d'actualité en lien avec votre écosystème, évidemment. La santé du futur, une fresque de la santé du futur, ça c'est le 11 avril. Le Wine Connect, alors évidemment, vous le savez, les adhérents, il y a encore d'autres choses, on n'a pas tout mis. C'est pour montrer aussi la diversité. Donc là, c'est à Montpellier, on s'adresse au monde de la viticulture, de l'agroalimentaire. Et alors, une journée numérique responsable, ça c'est le 18 mars, qui est organisée par une autre de nos commissions, la Green Mêlée. Donc, je voyais que tu étais là, un de nos animateurs. Si tu peux en une minute dire en quoi ça consiste. Oui, en fait, c'est pas qu'une journée aussi, ça se déroule pendant toute une semaine sur une numérique responsable. Donc ici, on est un petit peu côté IA, mais bon, vous n'êtes pas sans savoir que ça consomme un max. Les prochaines projections, je crois que c'est 2 fois la consommation de la France au niveau électricité ou plus la consommation du Japon. C'est pas mal. Mais bon, va falloir faire avec. Et donc sur ce sujet-là, on va organiser toute une journée avec le matin justement une commission, des réunions et des travaux. L'après-midi, on aura aussi une fresque numérique pour de l'acculturation, pour essayer de prendre conscience un petit peu du poids du numérique sur l'environnement et aussi sur la société. Donc, renseignez-vous. Tout est sur le site de la mêlée. Et aussi, avec nos partenaires, on a le Sicoval, Good IT, et ensuite toutes les entreprises qui sont partenaires de la commission Green. Merci. Voilà, je crois que pour ce soir, c'est fini. On remercie encore une fois EasyBuy qui a été partenaire de cette soirée, le CNA. Le hibou, et puis toutes les personnes qui ont accepté de pouvoir témoigner sur cette évolution importante. Donc un grand merci à tous. D'autres thèmes sont en préparation. N'hésitez pas à aller sur les pages de la mêlée numérique ou du CNA Occitanie sur LinkedIn pour savoir ce qui se prépare dans les semaines, les mois qui viennent.
Dernier détail au niveau de la convention, on a décidé, on a choisi de faire 1 à 2 manifestations communes par an sur des sujets précis qui concernent à la fois le IT et au sens large, le numérique au sens large, et la fonction achat. Voilà, donc il nous reste à vous remercier. Il y a un cocktail qui est organisé, si je ne dis pas de bêtises. J'espère. Donc je vous invite à y aller et ça permettra aux uns aux autres de faire plus ample connaissance, d'échanger sur des sujets. Et un grand merci à tous pour votre venue, votre participation.